Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une expérience transformatrice que j'ai eu la chance de vivre récemment. Le séminaire EPR, Entraîner pour réussir de David Laroche. David Laroche, que tu dois connaître, c'est un entrepreneur, coach et conseiller de dirigeants et top performers, passionné des dernières avancées en neurosciences et connu pour son approche du développement personnel. Il est fortement possible que tu le connaisses via ses vidéos YouTube ou son podcast aussi, ou ses interviews qu'il peut faire de célébrités et qui sont vraiment des épisodes que j'adore par l'approche justement très coach qu'il peut avoir. Ce n'est pas qu'un simple séminaire, c'est une véritable feuille de route en tout cas que j'ai pu vivre pour comprendre et activer le changement dans ta vie. Si tu t'es déjà demandé pourquoi tu as du mal à avancer, pourquoi tu peux avoir certaines peurs ou blocages qui persistent, cet épisode, il est pour toi. Le cœur du séminaire, c'est la formule du changement, un outil puissant qui nous aide à comprendre comment nos vies évoluent. Elle s'articule autour de 3 piliers fondamentaux. Tu as la singularité, puis les croyances et perceptions, et en troisième, stratégie et les comportements. Accroche-toi car on va décortiquer tout ça ensemble avec une bonne dose de neurosciences et de conseils concrets. Tu sais que j'aime ça. C'est vraiment un épisode en tout cas qui est immersif parce que je t'amène avec moi, puisque j'ai interviewé également certaines personnes du séminaire, à savoir des participants ou des coachs, puisque dans le séminaire, il y a de nombreux coachs qui sont là, qui font la formation de David Laroche et qui sont là pour aider les gens à avancer. Donc on est quelque part coucouné, entouré par ces coachs qui sont à notre disposition, et lors des pauses, lors des breaks, etc., tu peux aller les voir et eux ils t'aident à avancer en ayant cette posture de coach, et ça c'est canon. C'est un épisode qui s'annonce ultra dense, tellement dense que je t'ai préparé une feuille de route, un récap que tu peux télécharger. Pour cela, tu as le lien dans le descriptif de l'épisode. Tu auras un résumé clé en main que tu recevras sur ta boîte mail. En tout cas, sache que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un petit commentaire. C'est ce qui aide grandement ce podcast à évoluer, à avancer, à faire sa place. Donc déjà, merci à tous ceux qui ont pu le faire. Je suis ravi de voir que les notes évoluent, de voir que voilà, il y a de plus en plus de 5 étoiles avec un commentaire qui sont donnés. Tu peux laisser aussi un commentaire sur YouTube si tu écoutes sur YouTube, bien que c'est davantage là un podcast, il n'y a aucune vidéo. Et tu peux également me suivre sur Osez by Nico, l'Instagram. Là-dessus, merci aussi pour tous les messages que je peux recevoir. Et je serais très curieux de avoir ton avis en tout cas sur cet épisode de David Laroche. Est-ce que ça t'a donné envie d'aller à son séminaire ou pas? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a pas plu? En tout cas, dans ce que je vais te partager aujourd'hui. Sens-toi libre de m'envoyer un message. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous lire. Le séminaire a eu lieu du 25 au 27 avril 2025, donc c'était cette année à Genève. Ce n'était pas la première fois que j'assistais à un séminaire de David Laroche. Je me souviens d'ailleurs, il y a 2 ou 3 ans, avoir été présent, et j'hésitais à lancer mon podcast, à sortir d'une relation de 9 ans. J'étais dans un véritable flou, et le séminaire à l'époque m'avait beaucoup apporté. J'en parle dans l'épisode du 29 avril 2025 où je te donne la date parce que en fait j'avais pas mis de numéro à cet épisode, donc je n'ai pas de numéro à te donner. Donc c'est, si tu veux réécouter un peu les prémices, comment quelque part j'ai découvert David Laroche et ce que m'a apporté ce premier séminaire où vraiment là je partageais un peu en tant que mon expérience, tu as l'épisode du 22 avril 2025 que tu peux réécouter si tu veux, soit maintenant, soit par la suite. Dans tous les cas, en fait, c'est vraiment un séminaire qui amène le changement, à condition d'être concentré, d'être proactif et de ne rien lâcher. David Laroche, ce n'est pas de la théorie assis à regarder un séminaire passivement. À ce moment-là, j'ai envie de te dire, achète-toi une formation ou reste chez toi. Ici, ce que j'aime, c'est les mises en action, c'est les réflexions, les exercices, les expériences même que l'on vit sur place. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux dans un séminaire qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait vraiment du passage à l'action, même si c'est un passage à l'action introspectif. Je trouve que c'est ça qui permet aussi la force de vivre quelque chose de transformateur. Alors, bien sûr, tu te doutes bien, je ne vais pas pouvoir tout te résumer. En tout cas, en 1 heure, en 1 heure de podcast, je sais pas combien de temps on va faire cet épisode, mais en tout cas, il pourra pas être long, forcément, parce que là, c'était 3 jours, et forcément que 3 jours, je peux pas le résumer en un épisode de podcast, ça ne ferait pas sens. Donc, qu'est-ce que je te fais? J'essaie de te donner des clés essentielles qui, moi, personnellement, m'ont permis d'avancer, m'ont permis de mieux comprendre. C'est un résumé, vraiment, de ce séminaire, avec des clés qui m'ont en tout cas beaucoup parlé.
Un peu de neurosciences pour commencer. Et oui, c'est ce que j'aime aussi avec David Laroche, c'est cette idée en tout cas que, comme je te disais, c'est pas de la théorie assis forcément à écouter. Bien sûr, là, la neuroscience, c'est de la théorie, mais en même temps, c'est une théorie, moi, qui me permet de mieux comprendre le cerveau. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et ça me permet aussi de mieux visualiser. Et en mieux visualisant, ça permet de comprendre davantage mes réactions, mes émotions. Et c'est un peu ce que j'ai envie de te résumer là. C'est de voir à quel point, pour comprendre et activer notre potentiel, il est essentiel d'explorer les mécanismes de notre cerveau. En gros, on a une petite partie de notre cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui est comme ton système d'alarme personnel. Super utile quand l'homme préhistorique devait échapper à un tigre. Elle te mettait en mode direct fuite ou combat en envoyant de l'adrénaline à fond, ce qui coupe un peu ta capacité à réfléchir, à être créatif. Puisque forcément, à l'époque, franchement, si tu tombais même aujourd'hui, si tu tombes face à un tigre, on va peut-être éviter de trop réfléchir et on va surtout activer justement la fuite ou le combat pour passer à l'action et ne pas philosopher sur le fait qu'il y a un tigre et qu'est-ce qu'on fait. Mais le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, nos tigres, entre guillemets, sont plutôt des soucis d'argent, des relations ou du stress du quotidien. Et l'amygdale réagit toujours de la même manière, nous bloquant dans nos vieilles habitudes au lieu de trouver de nouvelles solutions. Heureusement, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben, on a aussi le cortex préfrontal. C'est une partie hyper développée chez nous, les êtres humains, qui est notre super pouvoir pour la stratégie, la vision et surtout la créativité. Et en fait, grâce à la neuroplasticité, notre cerveau est capable de se recabler tout au long de notre vie pour s'adapter à de nouvelles situations. L'idée, c'est que quand tu es sous pression et que l'amygdale prend le contrôle, la créativité s'éteint. Mais si tu apprends en tout cas à relâcher la pression et pratiquer la gratitude, ton cerveau se détend et c'est là que les idées géniales peuvent surgir, un peu comme quand on a des éclairs de génie sous la douche et que justement on n'est pas du tout dans l'amygdale, la peur, la fuite ou le combat, ou qu'on est beaucoup plus relaxé, plus détendu et tout d'un coup des idées peuvent venir. En ce moment je conduis beaucoup en voiture, enfin je suis en Bretagne et j'adore conduire, j'adore écouter de la musique et être justement dans ce moment de flow, je veux dire de liberté où je me sens bien, je suis forcément plus détendu et j'ai plein d'idées qui me viennent, tout comme quand je cours au milieu de la forêt, oui, ça marche beaucoup mieux que quand je suis stressé, ça va de soi. Mais donc de comprendre en tout cas, justement, qu'on a une amygdale qui quelque part nous emprisonne, qui nous emprisonne à certains moments, évidemment, elle est utile dans certaines situations, et le cortex préfrontal qui lui permet d'être beaucoup plus, comme je le disais, dans la stratégie, la vision et la créativité, une sorte de super pouvoir. Mais pour ça, il faut savoir mettre notre système nerveux en mode détendu. Ça, j'en ai régulièrement parlé ces derniers temps, il me semble, dans le podcast, avec certaines des interviews. En résumé, la clé, c'est d'apprendre à calmer son tigre intérieur pour laisser ta créativité s'exprimer. C'est un petit peu ça l'idée. Et c'est vrai que j'en avais parlé dans l'épisode, je ne sais plus le numéro, c'était 74 ou 79, l'un des deux. J'ai fait une retraite de silence il y a un an en Bretagne où j'avais été totalement déconnecté, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de musique, et je m'étais juste vraiment mis dans dans quelque chose de vision, de créativité, de calme absolu. Et je me souviens que ça m'avait apporté énormément de choses, beaucoup d'idées, parce que j'étais pas dans le stress du quotidien, la routine du quotidien, suivi de son stress et selon ce que tu fais comme boulot et de ta personnalité aussi, c'est pas toujours évident pour avancer et trouver les bonnes idées. Et je me souviens, après cette retraite de silence, où là, j'étais très détendu, je me retrouve à rentrer chez moi. J'achetais un appartement locatif à ce moment-là, donc c'était l'été dernier, et il s'est passé que les conditions bancaires qui m'avaient été énoncées ont totalement disparu et je me retrouvais à devoir payer une facture de 5 à 6 000 euros, même plus je crois, pas loin de 10 000 euros, qui sortait de nulle part. Autant te dire que là ça avait réactivé un peu l'amygdale, la peur, la crainte, la peur du manque, de tout perdre, parce que j'avais pas du tout prévu à ce moment-là dans les conditions générales d'avoir cette somme d'argent qui partait. Figure-toi que j'ai fait une méditation pour revenir justement à cet état de calme, à ce super pouvoir que l'on peut avoir de créativité, de vision et de stratégie. Et en fait, tout de suite, étant donné que je revenais de 6 jours de calme et de méditation, où là vraiment mon système nerveux avait été détendu, j'ai reconnecté à cela. Et c'est vrai que plutôt que d'être tête baissée dans la peur, à appeler mon conseiller bancaire et m'énerver, je me souviens que cette méditation m'a permis de trouver des
idées créatives que j'ai pu énoncer à la directrice de banque quand je l'ai appelée. Et il se trouve qu'en ayant énoncé ces idées créatives, que je n'aurais pas eu, je pense, si j'avais été dans l'énervement et la peur, eh ben, j'ai réussi à négocier comme j'avais prévu, à savoir de base ne pas avoir cet argent à donner par rapport à l'appartement. Enfin bref, je vais pas partir là-dessus, mais c'est pour que tu comprennes en tout cas vraiment ce côté-là. Quand on est dans l'amygdale, malheureusement, on ne fait pas toujours les bonnes décisions, alors que dès qu'on revient à soi, dans le calme, il est beaucoup plus simple de trouver des idées créatives, et je l'ai totalement expérimenté lors de cette négociation, en tout cas avec la banque. Si je n'étais pas revenu à mon état de calme intérieur, je n'aurais pas eu ces idées créatives pour pouvoir négocier avec la banque. Au début du séminaire, David Laroche nous parle de 5 prérequis importants qui servent lors du séminaire, mais qui aussi peuvent te servir clairement dans ta vie. Et tu vas voir, je vais te parler de ces 5 prérequis parce que je les trouve hyper intéressants, même si tu vas peut-être me dire, bon bah ça je l'ai déjà entendu quelque part, ça je le connais. Et il est évident, ça c'est autre chose d'ailleurs que David rappelle lors du séminaire, c'est à quel point soyez ouverts aux apprentissages, même si vous pensez les connaître. Pourquoi ? Parce que le plus important n'est pas que vous connaissiez, le plus important est est-ce que vous l'appliquez. Et ça, c'est quelque chose qui est que forcément, encore une fois, j'enfonce une porte ouverte en disant quelque chose comme ça, mais pour moi, c'est important des fois de réécouter les choses d'une certaine manière, parce que peut-être qu'aujourd'hui, quand tu vas écouter ce que je vais te raconter dans cet épisode, bah, tu vas te dire ah ça je connais, mais réellement est-ce que tu n'avais pas besoin de l'entendre aujourd'hui ? Est-ce que c'est pas je sais pas une phrase clé, un déclic, peut-être une nouvelle remise en question que tu dois avoir pour justement te dire ah bah ça je suis peut-être pas aussi juste que ce que je pensais l'être il y a un an, bah peut-être que tu ne l'es plus. Donc évidemment que certaines choses tu les connaîtras déjà dans l'épisode, c'est pas pour autant qu'aujourd'hui tu ne dois pas te questionner pour voir à quel point c'est juste ou pas dans ta vie d'aujourd'hui. Donc le premier prérequis important que David Laroche suggère, c'est le pouvoir. L'idée, c'est de te concentrer uniquement sur ce que tu peux changer dans ta vie, un peu comme les philosophes stoïciens, et de lâcher prise sur ce que tu ne contrôles pas, genre la météo ou ce que les gens pensent ou le gouvernement, sans quoi tu pourrais te poser en tant que victime. Et là, que ce soit le séminaire et dans ta vie, le but n'est pas de te poser en tant que victime, mais de voir où est-ce que tu as du pouvoir, où est-ce que tu peux toi prendre le pouvoir et avancer sur ta propre vie sans être victime. Le deuxième prérequis, c'est avoir une énergie riche. Ce n'est pas être excité tout le temps, mais plutôt avoir une énergie constructive, axée sur les solutions, et même ta posture physique peut t'aider à mieux te sentir en libérant de la sérotonine. Là, par exemple, quand je fais un épisode solo en règle générale, et là c'est le cas, je suis debout, mon ordinateur est en hauteur, et du coup quand je te fais l'épisode, bah, je suis en mouvement, je bouge, je fais des pas, mes mains bougent. Pour moi c'est une énergie riche si tu veux. Je pourrais pas forcément te donner la même énergie si j'étais assis à un bureau ou allongé sur mon fauteuil. Non, ce serait pas vraiment la même énergie, ce serait beaucoup plus méditatif. Or je ne te fais pas de méditation, bien que je pense qu'il faut avoir quand même pour de la méditation, avoir une énergie riche. On ne fait pas une méditation recroquevillée comme ça. L'idée c'est quand même d'avoir les épaules ouvertes et justement de monter cette énergie que l'on a en nous. Tu vois, quand je te parle de choses que tu sais forcément, bah, c'est quand même bien de checker. Est-ce que toi, bah, t'arrives à te mettre dans cette énergie riche le plus souvent, pas qu'un séminaire de David Laroche, mais en règle générale, parce que je me rends compte, personnellement, que quand je travaille et des fois je suis allongé avec mon ordi dans le canapé, bah, finalement, je descends en énergie. J'ai plus envie d'aller grignoter du chocolat noir dans le frigo que travailler. Mais il faut dire aussi que ma posture n'est pas à l'invitation d'une énergie haute. Donc, à quel point est-ce que dans le quotidien, t'es en énergie basse ou énergie haute ? Le troisième prérequis, tu dois absolument clarifier ton objectif. Ton cerveau, bah, c'est comme ChatGPT. Si tu lui donnes une question floue, je voudrais réussir, bah, la réponse sera nulle. Enfin, la question serait comment je fais pour réussir ? Sois hyper précis sur ce que tu veux et ça changera concrètement les choses pour toi. Ça me paraît essentiel et de plus en plus. D'ailleurs, on en parlera avec certains coachs que j'ai interviewés là sur la fin, où la qualité finalement de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses. Ça, c'est pour moi.
Ça me paraît essentiel aussi, peut-être que j'enfonce une porte ouverte, mais je trouve que c'est hyper important. Et donc cette idée de ChatGPT, moi qui l'utilise au quotidien, je me rends compte que plus je suis précis, plus je suis minutieux sur la question et comment je vais poser la question, plus j'aurai une réponse qui sera à la hauteur de ce que j'attends. Mais dans ta vie, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas à quel point tu es sensible à ChatGPT, mais juste retiens que clarifier ton objectif est essentiel. Quatrième prérequis, attention au bullshit du dev perso. Lire des tonnes de bouquins, c'est bien, mais la transformation, c'est de passer à l'action concrète. La motivation est souvent un mythe, d'ailleurs. Il faut surtout que ton objectif t'inspire vraiment pour que ça coule de source. Donc c'est bien beau d'avoir un objectif clair et précis, une question que tu poses à ChatGPT qui soit précise, mais il faut que ta question elle soit intéressante, et qu'elle t'intéresse et qu'elle t'inspire. Parce que sans quoi, ça ne sert à rien. Et justement, ça c'est aussi essentiel, c'est que tu peux, dans l'ère d'aujourd'hui qui est un peu, il y a une boulimie d'informations, attention quelque part, parce qu'on peut vite se perdre, mais revenir à soi pour savoir qu'est-ce qui nous inspire vraiment est quand même aussi une base absolue, surtout que l'idée n'est pas de se mettre des objectifs qui soient complètement à côté de la plaque. Et le dernier prérequis conseillé par David, c'est sois obsédé par les détails. Note tes idées pour ton futur toi en étant le plus précis possible et demande-toi toujours comment appliquer ce que tu apprends dans ta vie. C'est en étant précis et en faisant des petits pas que tu avances vraiment. On va dire que à la limite là les trois derniers prérequis qui est justement attention au bullshit du dev perso avec la boulimie d'informations, le fait de clarifier ton objectif et là d'être obsédé du détail, c'est toujours dans une idée de croissance. C'est-à-dire plus tu vas avancer petit pas par petit pas vers une idée claire et précise qui t'inspire, et plus tu vas pouvoir avancer vers forcément une vie qui te fait rayonner et où tu te sens bien. Voilà, j'ai l'impression de m'embrouiller un petit peu, excuse-moi, mais en tout cas, je pense que ces 5 prérequis sont importants là à prendre en compte, prendre le pouvoir et ne pas être en mode victime, avoir une énergie riche, avoir clarifié son objectif, attention, en tout cas enlever le bullshit dev perso façon boulimie d'informations, être obsédé du détail pour avancer pas à pas, c'est quelque chose d'essentiel. Rentrons dans le vif du sujet, puisque David, lors de ce séminaire, nous propose une formule, celle du changement, construite sur 3 piliers essentiels qui, une fois alignés, peuvent créer une transformation profonde. Alors tu vas voir, encore une fois, peut-être que sur le papier ça paraît simple, mais en réalité, comment toi tu te situes par rapport à ça ? Imagine que ta vie c'est un peu un jeu vidéo et cette formule c'est comme un code secret pour passer au niveau supérieur et devenir le héros de ta propre histoire. Alors, voici un des premiers points, en tout cas, on va voir chaque point, mais voici le premier point pour t'aider à changer, c'est ta singularité devient vraiment toi-même. La singularité, c'est l'idée que pour changer et avancer, tu dois d'abord te demander où est-ce que je ne suis pas vraiment moi-même. David Laroche explique que souvent, on n'a pas un problème de motivation ou de créativité, mais plutôt on n'est pas aligné avec qui l'on est profondément. Pense à tes rêves, tes passions, ce qui te fait vibrer. Est-ce que ce que tu essaies d'atteindre te ressemble vraiment ? Ou est-ce que tu essaies d'impressionner les autres, de suivre ce que tout le monde fait ou ce que tes parents, tes amis ou même la société attend de toi ? Imagine un petit peu, un poisson qu'on jugerait à sa capacité à grapper à un arbre. Il passerait sa vie à se sentir stupide, alors qu'il est un génie dans l'eau. C'est pareil pour toi. Si tes objectifs ne te ressemblent pas, si tu fais des choses qui ne sont pas en phase avec ce que tu es, tu vas ressentir une tension émotionnelle, un mal-être. David nous dit d'arrêter de vouloir impressionner les gens et plutôt définir des buts qui nous ressemblent vraiment. Quand tu te connectes à ce qui t'inspire vraiment, ce qui te met les larmes aux yeux ou te fait oublier le temps qui passe, c'est comme si tu activais un super carburant intérieur. La motivation n'est plus un mythe ou quelque chose à aller chercher, elle devient un carburant qui te pousse naturellement. La discipline, cette capacité à faire des choses même quand c'est difficile, n'est plus une contrainte. Et en fait, elle en découle toute seule. C'est une énorme différence quelque part. Au lieu de te forcer à faire des choses qui ne t'intéressent pas, tu vas trouver de l'énergie et de l'inspiration simplement en étant fidèle à toi-même et à tes valeurs profondes. On a tous comme ça des moments de flow, des moments où on se sent comme un poisson dans l'eau, c'est le cas de le dire.
Si je reprends quelque part cette métaphore de juger un poisson à grimper à un arbre, évidemment que ça fonctionne pas. Je le vois assez facilement d'ailleurs. Par exemple, j'ai un petit frère qui est passionné par la mécanique. Bah lui, il voit pas le temps passer. Et pourtant, il est très très jeune. Mais en fait, c'est déjà là, c'est déjà présent. Et en fait, je vois qu'il y a des choses comme ça. Une petite sœur aussi d'ailleurs, qui est passionnée par les chevaux. Et en fait, quand tu la vois jouer à tout ce qui est au niveau de l'univers du cheval, bah elle voit pas le temps passer parce qu'elle est dans quelque chose qui est vraiment unique. Et les enfants l'ont bien compris. En fait, retrouve ça. Qu'est-ce qui te faisait vibrer quand tu étais petit? Qu'est-ce qui te faisait vibrer quand tu étais petite? Qu'est-ce qui réellement est au cœur de toi et qui est naturel? Dans ce podcast, je pose souvent cette question à mes invités. C'était quoi tes rêves d'enfant, ou qu'est-ce que tu faisais quand tu étais enfant? C'est une question qui est vraiment pas anodine, parce qu'elle montre bien que souvent notre flow se trouve dans nos passions, ce qui vibrait, alors qu'on n'était pas forcément à se sentir jugé par le regard de la société, des gens. On était plus dans le côté naturel de qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et en fait, c'est ça aussi le flow. Le flow, c'est de regarder là où tu te sens à l'aise, où le temps, tu ne le vois pas passer, mais tu ne le vois pas passer aussi parce que tu es dans tes valeurs. Et les valeurs, c'est quoi? C'est ta boussole secrète pour ta singularité. Imagine que tes valeurs, c'est comme une boussole super puissante à l'intérieur de toi. Ce ne sont pas en fait des règles que quelqu'un t'impose, mais c'est ce qui compte vraiment au fond de ton cœur pour toi. C'est ce qui te donne de l'énergie, même quand tu es fatigué, et qui te fait te sentir vivant tellement que tu ne vois pas le temps passer quand tu le fais. David Laroche nous dit que pour vraiment changer, tu dois d'abord comprendre que tu n'es pas vraiment toi-même. Souvent, on essaie d'atteindre des objectifs qui ne nous ressemblent pas, juste pour impressionner les autres. Et quand tes buts sont alignés avec tes vraies valeurs, la motivation arrive toute seule, comme un super carburant, comme je te disais juste avant. Et pour découvrir tes valeurs, tu as toute une série de questions. Je sais que John DeMartini, qui est un coach américain, a été assez connu en tout cas pour délivrer un certain nombre de questions comme ça autour des valeurs. Ça peut être, David d'ailleurs le reprend, je sais pas s'il reprend John DeMartini, mais en tout cas il reprend des questions qui vont dans ce sens. Je te donne des exemples. Où est-ce que tu ne vois pas le temps passer du tout? On reprend un peu cet exemple de l'enfant. C'est où est-ce que toi aujourd'hui tu ne vois pas le temps passer du tout? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie même quand tu es crevé? Imagine, il est 1h30 du matin, et là pose-toi la question: quelle conversation, quelle chose tu pourrais faire qui va te relancer ton énergie? Ça, c'est une excellente question aussi pour voir où est-ce qu'on a ce carburant qui est présent. Et une autre question, c'est qu'est-ce qui te rendrait vraiment triste si on l'enlevait de ta vie? Je trouve que ça, c'est une question qui est très forte aussi, parce que ça montre bien qu'il y a des choses essentielles potentiellement que tu as aujourd'hui dans ta vie que tu ne souhaites vraiment pas enlever. Alors évidemment, faire un travail de valeur, c'est pas l'objet de ce podcast, c'est pour te montrer qu'il y a plusieurs questions comme ça qui peuvent être spécifiques et qui clairement peuvent aider en tout cas à mieux te connaître. Tes valeurs ne sont pas juste des idées, elles se voient dans ce que tu fais, où tu mets ton temps, ton énergie, ton argent. Comprendre ta singularité et tes valeurs, c'est comme trouver ton terrain de jeu unique où tu es imbattable. Ça te permet de définir des rêves qui te donnent les larmes aux yeux et de faire des choix qui te rendent fier, peu importe ce que les autres pensent. C'est ça le secret du changement, pour un changement durable et inspirant. Faut imaginer quand même que tes valeurs, elles bougent. C'est pour ça que je te disais au début que écoute avec attention si cette thématique t'intéresse, parce que même des choses qui peuvent te paraître acquises, en fait, elles ne le sont pas forcément. Et c'est ce qui s'est passé, moi, durant ce séminaire, c'est que quelque part, pour moi, mes valeurs, je les connaissais par cœur. Moi, c'est la créativité, le lien avec l'autre, et c'était le dépassement de soi. Il y avait vraiment ces 3 valeurs que je travaille depuis, je fais pas ça tous les 6 mois non plus, mais peut-être une fois par an ou une fois tous les ans et demi, je vais retravailler mes valeurs. Et pour moi, c'était comme ça. L'avantage du séminaire, c'est qu'à un moment donné, on fait des exercices autour des valeurs. Et en faisant les exercices, on doit donner des réponses par rapport à nos valeurs, etc. Encore une fois, c'est des exercices qui sont plutôt longs, donc je vais pas te le faire là en live, mais on les travaille en binôme. Et mon voisin qui était là, Vincent d'ailleurs, que tu entendras à la fin de cet épisode, à un moment donné, il ne comprenait pas trop l'une de mes réponses. Il était là, je suis pas certain que ça soit en accord avec tes valeurs. Et moi, j'essayais de faire rentrer ça un peu comme je voudrais faire rentrer mon pied dans une chaussure trop petite. J'étais là, mais si, mes valeurs, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et lui, il me questionnait en mode, est-ce que le dépassement de soi, c'est vraiment l'une de tes valeurs?
Osez by Nico, je l'ai toujours un peu vendu sur le dépassement de soi, parce que j'ai eu 10 000 vies, parce que j'ai osé quelque part avoir des changements de vie en devenant investisseur immobilier, en devenant chanteur et en jouant à l'Olympia, en partant au bout du monde en sac à dos faire de l'humanitaire en Inde, dans les bidonvilles, en voyageant d'ailleurs en sac à dos, souvent solo, sans personne. Enfin voilà, j'ai expérimenté plusieurs vies. Et j'ai toujours été un peu, c'est du dépassement de soi. Mais pas forcément. Et c'est surtout que la valeur dépassement de soi, elle a quand même évolué depuis quelques années. Je suis plus dans ce dépassement de soi comme j'ai pu l'être avant. Et en fait, il a fallu que Vincent puisse me faire un effet miroir durant un exercice pour que je comprenne que ce que je pensais être une valeur forte pour moi l'est peut-être moins aujourd'hui. Et c'était hyper intéressant aussi parce que Vincent n'était pas là pour me dire quelle était mon autre valeur, mais pour me questionner. Et c'est ça qui est puissant, c'est quelque part quand il y a des gens en face de toi qui te questionnent et qui sont pas en mode pote à te dire mais toi ta valeur c'est ça et c'est pas celle-là. Vincent ne m'a jamais dit ça, il m'a questionné jusqu'à un moment donné que je me rende compte que l'une de mes valeurs actuelles, c'est en tout cas le bien-être et l'alignement personnel. C'est-à-dire que je fais énormément de choses pour me nourrir personnellement. Ce podcast en fait partie. On n'est plus forcément dans le dépassement de soi. Et c'est ça en fait que, je ne vais pas m'étaler sur mes propres valeurs, mais ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, aujourd'hui, après ma rupture, je suis plus à essayer de trouver du bien-être personnel qui devient une valeur importante dans le temps que je passe à faire certaines choses, là où je dépense mon argent, ce qui pourrait me motiver à 1h du matin à discuter. Enfin, ce podcast, c'est du développement personnel, c'est du bien-être. C'est quelque chose en tout cas qui m'anime et je me rends compte que beaucoup de choses que je peux faire, c'est pour mon bien-être personnel à la suite de cette rupture. Et, maintenant, elle commence à être passée, cette rupture, mais en tout cas à retrouver un équilibre personnel. Et c'est ça qui est important avec les valeurs, c'est de voir comment tu peux, en tout cas toi, retrouver ta boussole personnelle pour vraiment faire des choix avec alignement. Et ça t'amène bien sûr à, si t'es en phase avec tes valeurs, que tu as ton flow où tu ne vois pas le temps passer parce que tu es dans quelque chose qui est unique, ton unicité, et forcément cette unicité est l'un des points essentiels pour la clé du changement. Nous arrivons au deuxième point de cette clé du changement, les perceptions et croyances. Change le filtre de tes lunettes. Bon, ça c'est une partie que je trouve absolument passionnante. C'est ça qui est génial parce que là c'est très logique quelque part. On commence par soi, à se connaître parfaitement. Je me rends compte, dernièrement j'étais à un dîner avec de la famille, de la famille lointaine, donc que je connais pas très très bien, et je rencontrais la fille de... on va éviter de partir là-dedans dans les liens familiaux, mais voilà, je découvrais une personne, une cousine très très lointaine, et qui est un peu perdue dans sa vie, et je me rendais compte durant la conversation qu'en fait, elle ne se connaît pas plus que ça. Elle ne connaît pas réellement quelles sont ses valeurs ou qui elle est. Enfin, j'ai pas discuté non plus énormément avec elle, mais je me suis dit, elle a envie de changer de métier, mais en fait, elle ne semble pas réellement connaître qui elle est. Et c'est pour ça que c'est intéressant dans ce triangle, dans ce pilier, ces 3 piliers du changement dont nous parle David Laroche. C'est que le premier, quand on parle de son unicité, quand ce premier point, on parle en tout cas de singularité, on est vraiment sur qui on est. Et finalement, peut-être que toi, si tu écoutes ce podcast, tu as un minimum de connaissances de qui tu es. Mais quand tu commences à sortir de gens des gens qui vont pas voir de psy et qui font pas de développement personnel, c'est des gens qui des fois font des choix par défaut et ne se connaissent pas. Donc c'est pour ça que c'est très important à la base et qu'il y a une grande partie dans le séminaire de David Laroche d'exercices, d'expérimentation pour se connaître et connaître sa singularité personnelle, ça va de soi. Mais donc ensuite c'est les perceptions et les croyances. Ça c'est fascinant aussi de regarder comment on se connaît. Une fois qu'on se connaît, c'est voir comment on regarde le monde. Les perceptions et les croyances, c'est la façon dont tu vois le monde. Les histoires que tu te racontes sur ce qui t'arrive. Imagine que ton cerveau est un chef d'orchestre et toutes tes pensées et tes interprétations sont les musiciens. Si tes croyances sont en conflit avec ce que tu veux atteindre, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Alors l'orchestre joue faux et tu ressens de la résistance. Ouais, ça paraît évident dit comme ça. Moi j'ai adoré cette partie-là. En tout cas, on
on va dire, dans ce grand chapitre de perception et croyances. Évidemment, les croyances, on en parle souvent dans le développement personnel, même la spiritualité, ces fameuses croyances, parce qu'on a tous des croyances. Mais en tout cas, les dissonances cognitives que l'on peut avoir, moi, ça m'a passionné parce que je me rends compte à quel point, justement, dans notre vie, on peut jouer faux, quelque part, parce qu'on a des dissonances cognitives. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Par exemple, tu veux être un leader connu, mais tu crois que réussir professionnellement signifie sacrifier ta famille. Imagine, tu veux être un leader connu et tu as cette croyance que réussir professionnellement, c'est sacrifier ta famille, et l'une de tes valeurs les plus fortes, c'est ta famille. Eh bien, il va de soi que là, il va avoir une dissonance. Mais imagine, moi je trouve fascinant parce que je l'ai vu lors du séminaire et je le vois même par rapport à moi, à quel point il y a des dissonances qui se jouent partout. Par exemple, tu peux regarder, c'est comme ça qu'était présenté lors du séminaire, les désirs et la dissonance. J'ai mis, donc moi je les ai mis à mon image avec qui je suis, mais l'un de mes désirs, c'est épargner pour mon avenir, surtout en ayant fait de l'investissement immobilier. Or, aujourd'hui, il y a cette dissonance, on ne vit qu'une fois, je mérite de me faire plaisir maintenant. Quand je pars en voyage, comme ça, au bout du monde en sac à dos, je me dis, je vais quand même dépenser un peu mon argent dans des beaux hôtels parce que on ne vit qu'une fois et que j'ai envie de profiter. Mais du coup, il y a cette dissonance de vouloir épargner pour mon avenir et en même temps souvent de me dire oui mais on n'a qu'une vie et je vois que ça crée cette dissonance là, je vois pas comment dire un autre mot, mais tu vois l'idée. Où sont tes dissonances à toi? À quel point tu as une croyance, un désir, une envie et en fait quelque part tu penses l'inverse ou quelque chose te freine comme un élastique qui te tend mais qui ne te libère pas totalement. Tu veux réussir sur les réseaux sociaux, mais tu as peur d'être critiqué. Ça, c'est pareil, un désir. Je veux briller et être vu. Dissonance. J'ai peur de paraître arrogant, de me la péter et de ne pas paraître intéressant. Ça, c'est une de mes dissonances. J'ai toujours cette envie d'être mis en lumière, mais plein de fois, j'ai vraiment ces peurs-là qui sont là. Ben oui, mais on va me trouver... Ouais, c'est vraiment ça. Peur d'avoir ce sentiment de me la péter, quoi. Ou, justement, même avec le podcast, des fois, un épisode solo comme celui-là, c'est de me dire, je ne suis pas assez intéressant. Ce que je dis n'est pas assez bien. Et du coup, il y a cette envie de vouloir sortir cet épisode, enfin, ces épisodes en général, et des fois de me dire, mais en fait, ce que tu dis, c'est nul, ça sert à rien. Et du coup, forcément, ça crée aussi des dissonances. En fait, ces croyances ne sont pas négatives, elles sont juste adaptées ou inadaptées à ton objectif actuel. Et c'est là que c'est important, encore une fois, de toujours mettre à jour la machine. Enfin, quand je dis machine d'ailleurs, on pourrait parler d'ordinateur, on pourrait parler de téléphone, il y a des mises à jour. On fait des mises à jour continuellement dans nos appareils électroniques, mais pourquoi l'être humain ne le fait pas forcément ? En fait, on évolue constamment, on évolue dans la société, on évolue par rapport à notre couple, on évolue par rapport à si on a des enfants, si on n'en a pas, mais quand on a d'autres expériences, à notre travail, à des changements de vie, à l'âge qui passe aussi. Tu sais que, je pense, dans ce podcast, tu connais le fait que, moi, l'âge, c'est quand même quelque chose qui prend de la place, qui prend de la place, qui peut me faire peur, mais en fait, on gagne en expérience. Et donc, forcément, il y a des mises à jour qui doivent être faites, et je me rends compte à quel point, je n'ai pas, j'ai encore des mises à jour à faire, mais qui n'en a pas à faire? Le truc, c'est que, tu vois, en gros, tu as gardé des croyances parce qu'une partie intelligente de toi, ils voient un intérêt, un bénéfice. Ça, j'adore aussi, c'est qu'avec David Laroche, on parle énormément justement de bénéfices. Pourquoi, même une situation négative, on va y rester parce qu'on y voit assez de bénéfices pour rester dans cette situation négative. Là, c'est un peu pareil. C'est une partie intelligente de soi, ils voient un intérêt, un bénéfice. Par exemple, douter de toi t'a peut-être poussé à travailler plus et à te former. L'objectif n'est donc pas de supprimer ces croyances, mais de reconnaître leurs bénéfices passés et de trouver de nouvelles façons d'obtenir ces mêmes bénéfices. C'est comme dire merci à une vieille habitude qui t'a protégé, puis de lui montrer que tu peux être protégé d'une autre manière, plus efficace aujourd'hui. Et on revient à notre ami le cortex préfrontal, je vais réussir. Et on revient à notre ami le cortex préfrontal de ton cerveau, c'est ta partie créative et stratégique. Quand tu vois un problème comme une opportunité d'apprendre et de grandir plutôt que comme un danger, tu actives cette partie créative. Encore une fois, tu n'es pas dans l'amygdale, mais tu reviens dans le cortex préfrontal. La gratitude, par exemple, envoie un signal à ton cerveau que tu es en sécurité, ce qui calme ton amygdale, donc la partie primitive de ton cerveau qui gère la peur, et te permet d'être créatif. David propose de chercher des contre-exemples dans ta vie
ou ta vieille croyance n'était pas vraie. Cela te prouve que tu es capable de changer tes croyances et de te rééduquer toi-même. En changeant tes perceptions et en adoptant de nouvelles croyances plus constructives, souvent plus nuancées que le simple opposé d'ailleurs, tu changes la façon dont tu réagis aux situations et tu ouvres la porte à de nouvelles solutions. C'est comme si tu mettais à jour le système d'exploitation de ton cerveau, comme je te disais, par rapport aux ordi, mais en fait c'est la même chose pour toi, c'est des mises à jour constantes, des mises à jour en tout cas très bénéfiques pour pouvoir évoluer et changer. Nous arrivons au troisième point. Là on a vu, quelque part, tout ce qui est singularité, se connaître ses valeurs, être en phase avec ses valeurs. Si tu es en phase avec tes valeurs et qu'ensuite tu vois un peu tes croyances, que tu les enlèves pour mettre de meilleures croyances qui te permettent d'avancer parce que finalement tu te connais bien, tu as fait des mises à jour qui fait que tu n'as plus ces dissonances positives, ces dissonances cognitives de ton toi du passé, et ben à ce moment-là tu peux mettre le troisième point, à savoir la stratégie et le comportement, agir avec précision. C'est ça paraît logique en fait tout ça, mais ce qui est intéressant durant le séminaire, c'est qu'on le travaille avec des exercices, avec des expériences, en binôme, avec les coachs justement qui sont là aussi pour nous aider à avancer, et ça permet vraiment d'être dans une sorte de machine à laver qui fait que en fait t'avances. C'est un peu le problème, c'est que là potentiellement, même si je te l'ai dit, tu peux télécharger le guide, on va dire le résumé qui te permet de reprendre tout ce que j'ai pris comme clé essentielle de ce séminaire. Le but c'est pas forcément de le mettre dans un dossier à lire pour plus tard et ne jamais le lire, ou d'écouter le podcast de manière passive quelque part, mais au contraire de réussir à prendre des choses là qui t'ont parlé et de les mettre en pratique. Et c'est ça en fait, la stratégie et le comportement. La stratégie et le comportement, c'est tout simplement ce que tu fais concrètement et comment tu t'organises pour atteindre tes objectifs. C'est bien beau de se connaître, c'est bien beau de changer ses perceptions et dégommer ces dissonances cognitives qui te bloquent. Mais si tu veux lâcher l'élastique pour pouvoir monter que telle une fusée et atteindre la vie de rêve, parce que, encore une fois, ça peut être dans des projets, mais ça peut être dans sa vie familiale, amicale. En fait, quelque part stratégie et comportement, n'y vois pas là en mode faut monter une entreprise. Tout changement dans ta vie, ça peut être aussi bien personnel et intime que professionnel. Il va de soi que là, je ne fais pas de séparation. Le mot stratégie et comportement, je trouve que ça a une consonance un petit peu professionnelle, mais clairement, vois-le aussi de manière intime. Tes changements peuvent se faire intimement. Moi, à l'époque, il y a 2 ans, quand j'avais fait le séminaire de David Laroche, 2-3 ans, justement, au moment du podcast, oui, il y avait le lancement du podcast, mais il y avait aussi le fait de mettre fin à une relation de 9 ans. Donc, il y avait aussi cette idée de stratégie et comportement dans l'idée de pouvoir avoir une discussion avec mon conjoint de l'époque et de pouvoir mettre fin à cette relation. C'est important que je le précise. David Laroche insiste sur un point crucial. Le développement personnel, ce n'est pas juste des livres ou avoir une bonne idée, c'est agir concrètement. Un boxeur ne devient pas fort en lisant sur la boxe, mais en montant sur le ring. Pour que tes actions soient efficaces, la première étape, c'est de clarifier ton objectif. Ton cerveau, c'est comme ChatGPT. Si tu lui donnes une instruction vague comme « aide-moi », la réponse sera médiocre. Mais si tu lui dis « comment avoir confiance en moi pour exprimer mon opinion en réunion ?» eh ben, il te donnera des réponses beaucoup plus pertinentes. Et c'est là que David Laroche insiste d'ailleurs sur le dernier jour. Travailler son avant, après, jusqu'à ce que quelqu'un d'extérieur puisse vérifier si tu as progressé ou non. Il va de soi que, en fait, il ne s'agit pas seulement de rêver grand, mais de définir des petites victoires régulières pour maintenir ta motivation. Quand j'ai lancé mon podcast, mon objectif, c'était pas je vais lancer un podcast. Je me souviens, il y a 3 ans, lors du séminaire, j'ai pas écrit je veux lancer un podcast. C'était je veux lancer un podcast, trouver le nom et lancer 15 épisodes pour telle date. Et c'était ça qui était hyper important, c'était vraiment de spécifier. C'est-à-dire que je savais en sortant du séminaire que mon objectif était à un moment donné, à telle date, j'aurais 15 épisodes de podcast. Évidemment, c'était quand même déjà un assez gros package, quelque part, parce que c'était donc trouver les invités, faire les enregistrements, mais ça pourrait être, je dois, dans 2 semaines, avoir préparé un épisode de podcast et avoir le matériel.
Voilà, tu vois, ça peut être ça. Le but, c'est d'être toujours en action, d'avancer. David utilise le protocole ROAD. Je sais pas si tu connais. En gros, ROAD, résultat, obstacle, atomisé, décision, sondée, qui peut t'aider à avancer. En fait, tu définis un résultat précis à court terme, comme je te disais par exemple, un épisode de podcast dans 2 semaines. Tu identifies les obstacles, internes ou externes. Ça peut être je vais manquer de temps, mon boulot me prend beaucoup de temps, donc des collègues de boulot vont peut-être m'empêcher d'atteindre ce résultat, qui pourrait te freiner. Tu atomises ton projet en une multitude d'idées, même les plus folles, pour trouver les meilleures actions. Moi, c'était d'aller inviter, en tout cas, des gens que j'admire, que je pensais impossible d'avoir. Donc je me permets, j'ose aussi de rêver, et enfin je prends une décision pour la prochaine étape à réaliser. Et donc là forcément je fais ce premier épisode, et ensuite je planifie un autre épisode. Et évidemment, tu sondes pour voir ce que tu peux améliorer. Bon, ça aussi, ça va de soi, c'est que le premier épisode a été catastrophique à l'époque parce qu'il avait fait 2h, 2h40, et j'ai bien compris que c'était beaucoup trop. Donc, il y avait forcément des choses à améliorer. En fait, c'est une boucle exponentielle. Chaque petite action bien ciblée te rapproche de ton objectif et t'ouvre de nouvelles opportunités. Encore une fois, là, je te parle du podcast, mais ça peut être vraiment personnel. C'est comment aussi tu vas vouloir parler à ton conjoint, parler à quelqu'un de ta famille, peu importe. C'est ça qui était passionnant aussi dans les rencontres lors de ce séminaire, c'est que chacun a des objectifs très 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 différents. Évidemment, si on s'approche de notre unicité, on n'a pas des objectifs communs. Pour maximiser tes chances de réussite, utilise aussi le framework. L'accent anglais il s'est échappé. Le framework des 5 C: connaissance, connexion, coaching, compétences, croyances. En fait, identifie ce que tu dois apprendre, qui tu dois fréquenter, si tu as besoin d'être coaché, quelles compétences développer et quelles croyances te soutiennent. L'important, c'est de faire des petits pas régulièrement. On ne le répétera jamais assez, plutôt que de grands pas de temps en temps. Même si ça te fait un peu peur, si tu fais des tout petits pas, c'est une victoire. Ce n'est pas la peine que ce soit grand pour que ça ait de la valeur. L'idée est de rendre l'action et contextualiser pour ton cerveau. Là, encore une fois, je pense qu'il vaut mieux aller à la salle de sport 3 fois par semaine toute l'année plutôt que d'y aller pendant 2 mois tous les jours. Je pense que c'est un peu contre-productif pour un changement corporel, par exemple. En t'engageant à faire une action précise et clair dans les 7 jours, tu crées une impulsion qui peut transformer ta vie. En t'engageant à faire une action claire et précise dans les 7 jours, tu crées une impulsion qui peut transformer ta vie, car chaque pas, surtout quand tu as une envie de résister, est essentiel. En fait, c'est en faisant, en t'entraînant de manière délibérée sur du micro-détail que tu deviens de plus en plus performant. Ce qu'on peut dire en tout cas pour résumer ces 3 points qu'on a vus, c'est que le changement selon David Laroche, c'est comme devenir un architecte de ta propre vie. Tu commences par bien te connaître et comprendre ce qui t'anime au plus profond de toi. La singularité, ton essence unique, on l'a évoqué, tes valeurs également. Ensuite, tu te penches sur les lunettes que tu portes pour voir le monde, tes perceptions et tes croyances, et tu les ajustes pour qu'elles te servent plutôt que de te freiner. Et enfin, tu te mets en action, mais de manière intelligente et précise, en découpant tes grands rêves en petits pas concrets et mesurables, la stratégie et le comportement. C'est un peu comme si tu avais une boussole interne, ta singularité, une carte à jour, tes croyances, et un plan de route détaillé avec des petites étapes, stratégie et comportement, pour arriver là où tu veux aller. Alors, je dois t'avouer qu'un séminaire de David Laroche, c'est bien plus dense que tout ça. Enfin, c'est déjà, je trouve qu'on est déjà pas mal dense, mais au final, il a une structure qu'il suit. Mais ce que j'aime avec David Laroche, c'est qu'il est aussi très intuitif. Il fait parler son audience, il rebondit avec des questions de coaching et du coaching en live. C'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire que ça va dépendre de la salle, ça va dépendre de l'énergie de la salle. Beaucoup d'exercices sont à faire autant en solo avec son cahier qu'en binôme. C'est ultra intéressant parce que tu l'as vu, je l'ai expliqué avec l'exercice des valeurs, c'est grâce à mon binôme que j'ai pu réajuster mes valeurs qui n'étaient plus au clair aujourd'hui. Dans un séminaire comme celui-là, il ne s'agit pas de se mentir à soi-même, il s'agit clairement de faire face réellement à là où on se ment, à nos dissonances, à nos croyances, à où est-ce qu'on croit être bon alors qu'on l'est pas forcément. C'est de faire un peu une mise à jour pour réussir à se recentrer réellement sur comment vivre sa vie de manière plus alignée.
Le séminaire, c'est aussi des coachings. Et tu l'as vu, il y a des master coachs, je te l'ai expliqué, des master coachs qui sont des coachs de l'école de coaching de David Laroche. Honnêtement, je ne sais pas combien ils étaient, mais à vue de nez, une bonne vingtaine, je dirais comme ça. Et ils sont là pour nous aider, car justement, entre la théorie du séminaire, les exercices, les questions d'introspection, ça va vite. Le contenu, il est dense et du coup, c'est vrai que ça aide d'avoir des coachs si on veut clarifier certaines choses. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Laurie. Justement, j'avais besoin de voir plus clair car je sentais que je me mettais la pression quand il s'agissait de mettre de la clarté sur l'intention de ce séminaire. Et Laurie, tu vas voir, elle va nous partager son histoire et en quoi elle a pu m'aider. Coucou Laurie, ça me fait plaisir d'être avec toi. Alors Laurie, je t'ai vu le premier jour du séminaire, je crois que c'était le matin ou le midi, vraiment je t'ai vu assez tôt parce qu'on parlait de la clarté et moi j'étais pas clair dans ma clarté. Et du coup, j'ai eu besoin en fait très vite de me dire je vais aller voir les coachs qui sont à disposition dans le séminaire. Je suis tombé sur toi. C'était le midi parce qu'il y avait beaucoup de monde et en fait on s'est un peu bumpé dans le hall de la salle et je me suis dit waouh, allons-y. J'ai besoin de parler de cette clarté. Et en fait, tu m'as fait réaliser pas mal de choses. Déjà que la clarté, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'être clair dans la clarté? Et c'est surtout que j'ai eu un déclic à la fin du coaching qui était à chercher trop de perfection, même dans ma clarté. En fait, je ne pouvais pas avancer avec ce gosse qui est en moi. Et c'était un peu le mantra, suivre le gosse que je suis. Toi, comment t'as vécu ces coachings durant ce séminaire? Comment j'ai vécu tous ces coachings? Ils ont tous été différents, avec des personnalités qui sont différentes, avec des histoires qui sont différentes, avec toute cette intensité et il y a vraiment toute cette différence. Je me souviens quand je suis descendue des escaliers et que je t'ai trouvé en face de moi avec justement ton énergie, et avec justement cette finalité de tiens, je veux vivre mon rêve de gosse et je veux amener les choses comme un gosse sur ce séminaire et t'as pas été le seul. J'en ai eu plusieurs à dire vas-y, je vais prendre la vie comme un jeu. Et à côté de ça, il y en avait d'autres qui se lançaient des défis à dire tiens, comment je peux faire ça et comment je peux parler à mon patron et comment je peux rencontrer la personne dont je suis amoureux. Enfin, il y a eu des thématiques qui sont tellement différentes, des énergies de personnes qui sont tellement différentes et il y a toujours ce petit challenge de nous sur ces événements-là, on veut apporter un maximum de valeur aux gens. Donc on se dit on a 10 minutes pour te coacher. En 10 minutes, comment est-ce que je peux t'apporter de la valeur? Et quand on a ce résultat, comme j'ai pu voir avec toi, waouh, je sais où je veux aller, c'est dingue. C'est ça qui est magique, je trouve, avec le coaching, c'est que quelque part, en quelques questions, les questions bien posées, on arrive à avoir un résultat et à un changement de perception et à comprendre où est le nœud du problème. Ça te vient d'où, toi, cette envie de coacher ? D'où me vient cette envie de coacher? C'est une très très bonne question et qu'on me pose souvent. D'habitude, on la pose un peu différemment. Mais en fait, moi, j'ai tout un passé d'infirmière où je me suis spécialisée en pédopsie. Et j'ai eu des outils pendant ma formation. J'en ai fait des entretiens. Et tu te dis, il manque ce petit truc. Il manque ce petit truc et notamment sur certaines thématiques auprès des jeunes où tu te fais je suis bloquée et comment je viens l'aider, qu'est-ce que je dis, et c'est souvent sur des sujets d'ailleurs bien tabous qui sont sur les automutilations, sur les tentatives de suicide, sur tout ce qui est violence sexuelle, où ça vient en fait un peu bloquer souvent le professionnel et je dis stop. En fait, c'est plus possible. Aujourd'hui, j'ai besoin de plus d'outils, d'aller plus en profondeur, parce que l'événement qu'on vit, c'est jamais le problème, c'est toujours l'histoire qu'on se raconte autour. Et donc, c'était de me dire, là, j'ai besoin de ce petit truc qui va me permettre de pouvoir parler de n'importe quel sujet et d'avoir ces questions qui sont impactantes. Et des fois, c'est des outils que je connaissais avant, mais tu as juste ce petit millimètre qui fait que ça devient vraiment impactant et qui fait cet effet. Waouh, j'avais pas vu les choses comme ça avant. Ouais, c'est fascinant. Ouais, c'est fascinant parce que quelque part, je crois que ça va un peu plus loin que la psychothérapie quelque part et que on arrive en un temps plus court à obtenir un résultat. Toi, t'as partagé quelque chose ce matin. Est-ce que tu veux bien me le partager, un déclic que tu as eu face à un jeune qui était en difficulté? Est-ce que, voilà, sans t'étaler sur tout le détail, mais c'est difficile vu le sujet, mais que t'as en tout cas réussir à résumer en tout cas ce que tu as vécu et qui a été pour toi très fort?
Alors c'est vrai que comme ce matin, ça va être compliqué de le résumer en quelque chose de court parce que c'est quand même une histoire qui est impactante, qui est profonde. Et en fait, ce que j'avais pas amené ce matin, c'est qu'il y avait un certain challenge. Donc à ce moment-là, je travaillais en prison pour mineurs. Et donc je sais que les jeunes, en fait, ils sont pas là pas forcément pour un mois, pour un an. Ça peut être juste du 3 jours. Donc je sais que le temps est compté. Et quand on te dit, tiens, il y a ce jeune-là qui a fait une tentative de suicide hier, ce serait pas mal que tu le vois. Et quand tu le vois, qui font alarme en disant en fait je me dégoûte tellement, je mérite pas de vivre, tellement je me dégoûte, et qui vient t'amener en fait ces différents événements de violence qu'il a pu voir, de violence qu'il a pu subir, voilà, tout ce côté-là, c'est de se dire comment est-ce que je vais pouvoir parler du fait qu'il a sauvé son petit frère de justesse de la mort. Qu'il a vu sa mère qui a failli mourir devant lui, qu'il a braqué une boulangerie pour aider sa maman qui avait des difficultés d'argent et qui finit par te dire mais le pire dans tout ça, c'est que je viens d'apprendre que ce que j'ai vécu pendant 10 ans, ce que mon frère a fait sur moi pendant 10 ans, je viens d'apprendre qu'en fait ça avait un nom, que ça s'appelle l'inceste, et qu'en fait aujourd'hui je suis vue comme une victime, je suis vue comme c'est mal ce que j'ai vécu, et pourtant j'y ai pris du plaisir. Et c'est compliqué quand on a ces sujets-là. Des fois, on peut vite être désespéré en disant comment je fais, par où je prends les choses. Et quand tu as les outils, quand tu viens poser ces questions-là, celles qui sont bien impactantes, ça te permet juste. L'objectif, c'est pas de dire c'est super cool ce que tu as vécu, mais juste de dire alléger la charge et de dire ok, c'est pas que négatif. Ça peut m'apporter de la force. Je vais pouvoir m'appuyer dessus vraiment pour mon futur et d'en faire une vraie force. Et c'est ça en fait l'objectif. Et juste en fait que derrière ils ressortent en mode oh, ça va mieux, et j'ai plus cette envie de mettre fin à ma vie. J'ai plus envie de voir tiens comment les événements que j'ai vécus, je peux m'en servir comme une force parce que j'ai vu que ça m'apportait des compétences, que ça m'apportait des qualités et que je vais pouvoir les utiliser auprès de mes proches, que je vais pouvoir les utiliser dans ma vie pour me construire en tant qu'adulte. C'est tout l'enjeu même du séminaire, c'est réussir à changer, pas que ça d'ailleurs, mais changer ses perceptions. Donc franchement un grand merci Laurie, parce que tu as été le premier visage que j'ai eu en tant que coach à ce séminaire, et j'ai gardé en tête tout le coaching qu'on s'est dit durant les 3 jours, et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et je sais que tu dégages quelque chose que je trouve tellement lumineux, solaire, et que je suis pas tombé, sur toi par hasard. Donc un grand merci. En tout cas, je mets ton contact dans la description pour ceux qui veulent aller te retrouver et retrouver ce que tu fais comme coaching. À bientôt. J'ai aussi rencontré Vincent qui est participant. Vincent, c'est celui qui a pu m'aider à mettre de la clarté sur mes valeurs. Là où quelque part, j'étais sur l'une de mes valeurs, le dépassement de soi. Et c'est lui qui m'a permis de me rendre compte que cette valeur n'était pas juste. Du coup, je suis avec Vincent que j'ai rencontré lors du séminaire. Vincent est un participant, et puis tu vas nous dire un petit peu, toi, qu'est-ce que tu es venu chercher ce week-end avec David. Qu'est-ce que tu es venu chercher au séminaire ? Alors, qu'est-ce que je suis venu chercher au séminaire ? C'est une bonne question, parce que je suis venu avec plusieurs idées, plusieurs pistes, mais je me suis laissé le choix de justement me laisser guider par ce que le séminaire pourrait m'apporter. Et donc j'ai pu avoir, grâce à ce séminaire, plusieurs pistes, que ce soit au niveau famille, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau couple, et j'ai pu travailler sur ces 3 choses-là, qui étaient, je pense, importantes pour moi, sans être obligé de choisir. Et c'est ça qui est cool, parce que du coup, ça me permet de repartir, pas avec quelque chose de débloqué totalement, peut-être, ou sur lesquels va falloir que je travaille. De toute manière, je pense que ce serait un petit peu fantasmé de croire qu'en 3 jours, on puisse débloquer quelque chose complètement. Mais par contre, le fait d'avoir découvert des choses sur lesquelles peut-être j'étais pas venu chercher quoi que ce soit, mais qui finalement étaient importantes, c'est peut-être ça même le plus important aujourd'hui pour moi. Voilà. J'aime beaucoup, parce que ça montre bien que des fois, le fait de ne pas avoir trop d'attentes, ça permet aussi de plus atteindre des opportunités qu'on ne verrait pas si tu étais venu avec beaucoup d'attentes. Tu penses qu'on a besoin de passer par un séminaire pour pouvoir avancer dans sa vie ? Alors, est-ce qu'on a besoin réellement ? Je pourrais dire non,
par contre, si tu me posais la question, qu'est-ce que le séminaire t'apporterait de plus par rapport à ça, c'est, je pense, le fait d'être immergé. Contrairement à si tu as un coach autour de toi, même que tu vois 1h30 ou autre, voilà, tu vas pas être immergé avec le coach pendant 3 jours. Là, voilà, ça a duré quand même. Hier, on a été jusque 23 heures. Donc c'est sûr que tu vis une expérience qui est complètement différente. Et le fait d'être immergé et de pouvoir passer des heures à entendre, à écouter, à se poser des questions, à sortir, voir d'autres coachs, poser des questions, voir des gens du séminaire, leur poser des questions et ainsi de suite, te permet de travailler quand même, je pense, un cran au-dessus sur ce que tu veux. Et c'est une expérience qui est inoubliable. C'est indescriptible en fait finalement par rapport à un coaching que tu peux faire avec quelqu'un pendant 1h30 en one-to-one. Là, tu as 650 personnes, voilà, tu as des expériences de dingue, tu as des sujets de dingue qui sont aussi beaux qu'émouvants et autres. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose à faire quand tu as envie d'aller plus loin sur des choses parce que tu sais que là, tu es là pour ça pendant 3 jours. Et donc à moins vraiment que tu as envie de cramer ces 3 jours à faire autre chose, t'es sûr de bosser, t'es sûr de repartir avec un minimum et avec certainement bien plus que ce que t'avais en arrivant. T'es coach sportif ? Il me semble que t'es pas forcément dans une spiritualité ou autre, t'es quand même assez cartésien, enfin tu sais même pas que tu es cartésien, tu me l'avais dit quand on s'est rencontrés la première fois. En quoi justement le développement personnel peut t'aider dans ta vie et qu'est-ce que tu trouves en fait dans ta vie quotidienne de coach sportif ? Alors le développement personnel, là quand je me suis inscrit, puisque je suis inscrit à l'EDEC, enfin anciennement l'EDEC, j'ai encore ce réflexe, la formation de coaching, voilà c'est ça, de David, c'était un petit peu pour faire une culbute et changer de métier. Finalement, ça a été tout autre chose. Ça m'a permis d'abord de travailler sur moi, ce qui était, je pense, finalement la première chose à faire, travailler sur soi. Ça m'a permis également de pouvoir avoir des discussions avec ma famille, avec mes amis, mais surtout une approche complètement différente dans mon métier de coach sportif sur la façon de poser les questions aux gens, que ce soit en vente, c'est-à-dire pourquoi vous venez, qu'est-ce qui vous intéresse dans le sport, qu'est-ce que vous recherchez réellement, où là avant j'aurais posé plus, voilà, vous voulez faire du sport, voilà, vous avez combien de temps, et de m'intéresser plus à la personne. Donc ça c'est vraiment quelque chose de top, et c'est vrai que mon objectif, même si effectivement la spiritualité c'est pas quelque chose peut-être qui transcende dans ma vie, je fais confiance à la vie, je fais confiance à ce qu'il y a plus haut que nous, au-dessus de nous, et je me dis rien n'arrive pour rien. Et en fait finalement le fait d'avoir fait cette formation m'a permis de comprendre une chose, c'est que je peux vraiment lier cette passion du sport également à travers ce qu'on va appeler le coaching life, qui va être d'aider les gens à transcender dans leur vie, et certainement en les aidant, en passant par le sport et en faisant comprendre que si tu sais le faire dans le sport, si tu sais aller plus loin que finalement ce que tu pensais, parce que beaucoup de gens dans le sport croient ne pas être capables, et alors tu peux les emmener très loin, tu peux leur permettre de dire voilà, tu es capable d'aller plus loin dans le sport, alors crois-moi, tu es capable d'aller plus loin dans ta vie pro, dans ta vie perso, dans ton couple, peu importe. Voilà. Top. C'est ça qui est génial aussi dans un séminaire comme celui-là, c'est les rencontres qu'on peut faire. Et donc des partages inspirants qui peuvent avoir un côté miroir ou tout simplement humain. Et c'est comme ça que, je pense que, tu vois, les formations, les livres, c'est bien, mais ce genre de séminaire, pour les rencontres, c'est absolument génial aussi, parce que ça nous permet peut-être d'avancer des fois plus que certains contenus qu'on peut avoir dans la formation, parce qu'on va réussir, dans la formation, dans le séminaire, parce qu'on va réussir à en discuter, et c'est peut-être là qu'on aura le déclic. C'est peut-être pas pendant que David va l'expliquer, c'est la discussion que l'on aura après qui nous permettra d'avoir ce déclic. J'ai aussi revu AD, que j'avais rencontré lors d'un séminaire à EPR à Bruxelles. C'est vrai qu'à ce moment-là, elle était master coach, et j'avais eu un vrai coup de cœur pour
pour Adé parce que sa justesse, je dirais, dans sa posture de coach, sa bienveillance, sa gentillesse et sa sincérité, elle m'avait aidé à avancer. Elle m'avait vraiment permis de changer mes perceptions. Et c'est vrai que cette année, je l'ai retrouvée en tant que participante pour qu'elle vive, en tout cas, elle a vécu le séminaire de l'intérieur, mais en tant que participante et pas en tant que master coach. Je suis avec Adé, que j'avais rencontré l'année dernière, déjà l'année dernière à Bruxelles, à EPR, donc avec David évidemment, parce que c'est le podcast que je fais là. Et je me souviens qu'on avait fait un petit coaching ensemble et tu m'avais énormément aidé à lâcher prise. Ça avait été un très bon contact et j'avais trouvé que tu rayonnais. Et on avait gardé contact et j'ai eu de la chance de faire des séances de coaching avec toi par la suite qui étaient absolument top, parce que tu as quand même une sensibilité, une empathie et un impact, je trouve, dans tes coachings. Et là, on te retrouve, mais tu es en tant que participante. Est-ce que tu peux me dire un peu pourquoi tu es venue cette année en tant que participante ? Oui, merci beaucoup Nico. Je suis vraiment ravie que tu m'interviewes aujourd'hui. Pourquoi je suis venue en tant que participante ? Parce que je ressens que j'avais vraiment le besoin d'avancer sur des thématiques personnelles, des thématiques professionnelles. J'avais l'occasion de venir en tant que coach encore cette année, mais voilà, j'ai fait la demande parce que nous aussi en tant que coach, il faut pas croire que tout est résolu, pas du tout. On a aussi besoin d'avancer sur nous et de continuer justement notre cheminement. Et là, c'était vraiment l'occasion en or pour pouvoir justement évoluer et continuer. Et j'avais des sujets qui étaient vraiment profonds et importants pour moi sur lesquels j'avais besoin d'avancer. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué là depuis on est au 3e jour, qu'est-ce qui t'a marqué le plus et que t'as le plus appris dans ce séminaire ? Alors là, si je fais vraiment un lien, c'est déjà ce matin, on a eu un exercice qui était très puissant où il y a eu un jeu de rôle qui a été fait pour pouvoir avoir une discussion avec une personne, une discussion importante avec une personne qui nous tient à cœur sur une difficulté par exemple qu'on a eue. Et moi, ça a été très révélateur pour moi parce que j'ai une discussion importante à avoir avec ma maman. Et ça m'a beaucoup touchée parce que dans le jeu de rôle, la personne a vraiment pris la place de ma maman et ça a été très très puissant et impactant. Enfin, j'ai pleuré, j'ai pu échanger aussi après et pouvoir exprimer justement et surtout voir le point de vue de ma maman aussi. Chose que comme j'ai jamais eu cette discussion encore avec elle, du coup je pouvais pas le voir. Donc là je l'ai vu, ça a été très impactant. Et puis une autre chose aussi qui était très puissante pour moi, c'était de me reconnecter à mon pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais ? Pourquoi j'ai vraiment envie d'accompagner les personnes, les femmes à se libérer, à aller mieux, à se sentir complètement alignées à qui elles sont. Et le fait de me reconnecter à mon pourquoi, et j'en parle juste très rapidement, c'est en fait j'ai envie. La vie elle est courte, la vie elle est très courte. À l'échelle de l'univers en fait, on est un grain de sable. À l'échelle de l'humain, on peut dire que c'est 80-90 ans, ça peut paraître long, mais c'est très court. Mon papa il est décédé quand il avait 49 ans, j'en ai 44 aujourd'hui. C'est comme si je me disais là il te reste 5 ans en fait. Et c'est horrible. C'est horrible parce que je me dis mais il y a plein de choses que j'ai pas fait, que j'aimerais faire, et donc j'ai vraiment envie justement que permettre aux femmes d'aller en profondeur, reconnecter à leur puissance intérieure à travers la libération des émotions, à travers leur ressenti, de reconnecter la tête et le corps, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc vraiment les choses qui m'ont impacté dans ce séminaire, c'est la reconnexion à mon pourquoi et vraiment ce travail personnel que je fais aussi pour aller reconnecter avec ma maman en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai que tu as pris la parole ce matin aussi, on ressentait l'émotion et c'était beau à voir, et je crois que c'est ça que je ressens aussi dans le séminaire, c'est à quel point on reconnecte à des choses beaucoup plus profondes et on n'a pas l'habitude dans notre quotidien de se retrouver dans un groupe. Alors effectivement, on se retrouve dans peut-être un peu challengé et c'est ça qui crée l'émotion, et le but c'est de le garder après et de reconnecter à ce pourquoi dans le quotidien. Une phrase qui m'a marqué hier, qui m'a marqué, je la connaissais, mais c'était bien qu'on me le rappelle, c'est à quel point la qualité des questions qu'on se pose peut amener la qualité de notre vie et de notre avancement. Toi qui justement est aujourd'hui dans les questionnements que tu te poses et en même temps que tu as cette casquette de coach, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette qualité de questions qui nous font avancer ? Ah oui, les questions qu'on se pose, mais vraiment ça c'est juste dingue. Parce que à partir du moment où on va se poser la question, une question puissante, on peut avoir un switch qui va être incroyable.
si tu restes dans un état, le lien que je fais avec la qualité des questions qu'on se pose, c'est si tu restes dans un état par exemple de victime, où tu dis bah c'est la faute de l'autre, où il se passe quelque chose, quelqu'un vient te challenger et tu ressens en fait quelque chose à l'intérieur de toi. Il y a deux cas de figure, soit tu vas dire ah bah c'est de sa faute, ah ben voilà il fait ci, il fait ça, elle fait ci, elle fait ça, et du coup quelque part tu te mets en position de victime. Mais si tu te poses une question de qualité, c'est-à-dire tu te dis tiens, qu'est-ce qui fait que elle me fait ou il me fait réagir? Qu'est-ce qui fait que bah là à l'intérieur de moi ça c'est pas juste en fait, pourquoi je réagis de cette manière-là? Ben en fait tu reprends ton propre pouvoir, et c'est ça aussi la qualité des questions qu'on se pose, c'est reprendre son pouvoir dans une situation qui va venir peut-être nous challenger. Et ça c'est vraiment c'est puissant d'avoir ce recul, comme si tu dézoomes en fait et tu te dis tiens, j'ai pas envie là de subir, j'ai envie de reprendre mon pouvoir dans la situation. C'est vrai que c'est fascinant. Enfin, je trouve ça fascinant. On va s'arrêter là parce que je sais qu'on aura l'occasion d'en reparler et de faire un épisode plus long. En tout cas, c'était top de te voir ici en tant que participante, et impatient de développer avec toi davantage le sujet du coaching et tout ton parcours qui est absolument inspirant. Si tu veux retrouver AD sur son Instagram, c'est AD-Péronard. Je tiens à préciser d'ailleurs que je mettrai les Instagrams de toutes les personnes que tu entends dans ce podcast dans la description. Également, tu as les Instagrams des coachs ou des participants. Et on en reparle encore d'ailleurs de ce fameux ChatGPT, être au clair sur nos demandes, nos questions. Plus on est précis, plus les réponses le seront également. Et j'ai aussi parlé à Sabrina, que j'avais été voir pour un mini coaching autour du perfectionnisme. Je suis avec Sabrina que j'ai rencontrée aussi du coup durant ce week-end. C'était pour un coaching court et c'était au sujet de la perfection. En tout cas de ce besoin d'être parfait dans tout ce que je fais. Donc j'avais creusé ce sujet-là, et je sais que toi c'est un sujet qui te parle. Donc c'est vrai que t'es coach, mais en même temps pourquoi la perfection te parle? Parce que je fais partie des personnes qui ont fréquenté le démon de la perfection, comme je l'appelle, qui a à la fois sa beauté, ça a des avantages d'être perfectionniste, et à la fois à un moment donné, tu le vois bien aussi, à un moment donné ça devient un frein. Donc j'ai eu la chance d'être amenée à équilibrer cette part de moi, cette part perfectionniste, pour qu'elle devienne une alliée et non plus, un démon encombrant, quoi. Est-ce que tu peux me donner un exemple de où tu étais dans cette perfection-là et comment tu as réussi à adoucir justement ce démon-là? Ouais, je peux donner un exemple. Par exemple, je donne aussi des stages, des ateliers, des cours. Au tout début, mes premiers stages, mes premiers ateliers, je passais des plombes à les préparer. Tout était, tu vois, ligne par ligne, tout était prévu, organisé, structuré, presque au mot près. J'exagère un peu, mais presque au mot près. Mais tu vois, vraiment, je préparais le truc à la perfection avec des guillemets. Et puis je me suis rendu rapidement compte que dès mes premiers ateliers, finalement, il n'y a pas grand-chose qui se passait comme j'avais prévu. Donc ça m'a beaucoup appris à lâcher prise, parce que une autre chose que j'aime beaucoup, moi, c'est d'être en interaction avec les gens dans mes stages, dans mes ateliers. Vraiment, je fais participer les gens, je suis en interaction avec eux, et je m'appuie beaucoup sur ce qu'ils amènent, ce qu'ils sont et de quoi ils ont besoin. Et je me suis vite rendu compte que ce que j'avais prévu de parfait comme programme avait besoin d'être ajusté, adapté en temps réel avec ce qui se passait. Et ça m'a fait vraiment progressivement lâcher prise, au point que, si je suis honnête avec toi, maintenant, je prépare presque plus mes stages et mes ateliers. J'ai tout là-dedans. Et ensuite, je fais vraiment avec la matière qui est présente. Donc tu vois, ça a été une super leçon de vie sur ma perfectionniste qui voulait tout prévoir, tout cadrer avant, et de voir que dans la magie du vivant, dans la magie de l'instant, c'était jamais ce que j'avais prévu. Et que c'est tellement plus beau de s'appuyer sur cette magie qui émerge. Ça m'a vraiment aidé à faire confiance, en fait, et à lâcher prise sur le côté perfectionniste. Et pourquoi selon toi pourquoi selon toi les personnes justement qui sont si perfectionnistes ont du mal à lâcher ça? Qu'est-ce qu'ils ont du mal à lâcher finalement dans ce trait de caractère? Je vais être très direct, d'après moi c'est beaucoup une peur du jugement, une peur du rejet. Ce qui se cache derrière la perfection, tu vois, c'est si je fais mal, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la peur en fait? Si je fais mal, je vais être critiqué, je vais être jugé, je vais me sentir rejeté ou abandonné, dépendamment de la blessure qui est la plus vivante chez chacun. En général c'est ça et donc je vais pas être aimé. Au fond, c'est ça. Toi, aujourd'hui, aujourd'hui, durant ce week-end, tu étais coach. Qu'est-ce que ça t'apporte de coacher les gens? C'est des pépites à chaque fois.
Moi, j'adore quand je vous vois connecter à la gratitude, quand je vous vois prendre conscience de petits trucs dont vous n'aviez pas pris conscience jusque-là, les yeux qui s'éclairent, les étoiles qui se rallument dans vos yeux, des cœurs qui s'ouvrent, des sourires qui s'affichent sur vos visages, de voir après, tu vois, les gens qui viennent me revoir, ah merci, grâce à l'échange qu'on a eu tout à l'heure, hier, avant-hier, j'ai compris ça, j'ai intégré ça, il y a ça qui va changer dans ma vie, il y a ça que je change dans mes perceptions. Moi, ça me nourrit tellement, en fait. C'est une de mes missions, tu vois, c'est de participer à la croissance en conscience des gens. C'est vraiment ce qui m'inspire, tu vois. David parlait d'inspiration, moi, c'est ce qui m'inspire, de faire grandir, d'aider les gens à grandir en conscience. Ça passe par un chemin de transformation qui n'est pas toujours confortable, et je sais bien de quoi je parle. Mais, tu vois, c'est vraiment le chemin sur lequel je suis prête à accepter tous les challenges. Waouh. Et selon toi, à quel point le coaching... En quoi le coaching est une clé qui peut aider à avancer peut-être plus rapidement ? Je vais te donner ce que m'a dit là récemment une de mes patientes en coaching. À la 3e séance, elle me dit c'est fou, avec vous, à chaque séance, je fais des bonds que j'ai pas fait en 10 ans de psychothérapie. J'ai aucune critique envers la psychothérapie, la psychologie, j'adore ça, vraiment j'adore. C'est juste que dans le coaching, et tel qu'on l'apprend là dans cette école-là, on a des outils et une combinaison d'outils, de structures, à laquelle j'ajoute moi aussi mes autres compétences, qui donnent un impact en fait qui est profond, rapidement, et qui amène la transformation plus facilement et plus rapidement. Et là, je te donne l'exemple d'une de mes patientes, mais en fait, il y en a plusieurs. Et moi-même, ce que j'ai vécu, c'est pareil sur le processus. Moi-même, j'ai vécu la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, le cumul, l'agencement de toutes ces techniques, de toutes ces méthodes, chacun avec sa patte, tu vas vraiment connecter, aller chercher à des endroits et aller les transformer juste pile poil au bon endroit où ça va faire l'effet domino, en fait. Tu vois, on veut chercher le domino qui va faire tomber tous les autres. Et ça, par expérience, c'est intéressant, la psychothérapie, la psychologie, c'est hyper intéressant. Par expérience, c'est très, très, très complémentaire. Souvent, on va beaucoup plus vite avec des gens qui ont déjà un peu commencé à explorer, tu vois, les ombres, les lumières, qui ont commencé un peu à comprendre leur schéma. C'est un peu un accélérateur de particules, en fait, le coaching. Ok. On peut te retrouver sur Instagram ? Ouais, carrément. Ouais. Ton Insta, c'est ? Sabrina Franco, avec 3 underscores pour l'instant. Donc c'est Sabrina Franco. Tu peux aussi me retrouver sur mon site internet sabrina-franco.com. Je mets le lien dans la description. Super. À plus tard, salut. C'est intéressant comme approche, hein, quand la patiente a pu dire je fais des bons que je n'ai pas eu en 10 ans de thérapie. Je trouve que c'est aussi ça le coaching. C'est encore une fois, on en revient à se poser les bonnes questions qui vont nous changer nos perceptions et qui nous permettent d'avancer plus vite. Pour terminer, nous avons Émilie, coach également lors du séminaire. Émilie, tu es coach lors de EPR, Entraîner pour réussir. C'est quoi pour toi les plus gros problèmes que tu vois chez les personnes ? Quel est le problème qui revient le plus souvent ? Intéressant. Je te laisse prendre le micro. Alors, déjà, je vais répondre à moitié à ta question. Ce que je trouve fascinant, c'est que on attire en tant que coach régulièrement les problématiques sur lesquelles soit on a bien avancé, soit sur lesquelles on a encore besoin d'avancer. Moi, j'attire exclusivement des hommes ou des femmes sur la notion de légitimité, de confiance en soi, difficile à se positionner dans le couple. Voilà, c'est un peu les 3 sujets, je dirais, qui reviennent. Comment tu expliques qu'on attire des personnes qui ont des problématiques similaires ? Tu penses que c'est quoi ? C'est de l'énergie, ou autre ? C'est une très très bonne question à laquelle j'ai jamais réfléchi. Je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, moi je crois pas au hasard. Donc je pense que inconsciemment, il y a une partie de la personne qui se reconnaît peut-être en l'autre. Et c'est ce qui fait probablement que, si je te donne un exemple, aujourd'hui, je me suis fait accompagner sur un viol que j'ai vécu moi, parce que je l'ai déjà travaillé plusieurs fois, et je sentais qu'il y avait de nouveau du bruit. Et donc, j'en ai profité. C'est pas parce que je suis coach que j'accompagne les clients dans EPR que je peux pas me faire accompagner moi. Donc, je me fais accompagner, et non pas le premier coaché que j'ai après, mais la deuxième, on parle, mais c'est plus parler que coacher. Et cette personne, à la fin, me dit mais en fait, je pense que le sujet, ce serait de me faire accompagner sur un viol et un inceste. Et je me dis, c'est dingue. Et j'ai pas eu un seul coaché depuis le début du séminaire. On est le 3e jour, je me fais coacher sur le sujet du viol, et bim, j'ai une personne qui arrive. C'est quelque chose qui est inexplicable. Moi, j'ai l'impression qu'on peut être en contact avec des gens comme ça, et ça, je sais pas comment expliquer, mais ça nous fait
des effets miroirs. En fait, constamment, moi je le remarque dans le séminaire d'ailleurs, hein, je parle à des gens et c'est pareil, il y a des similitudes énormes, que ce soit dans les traumas, ou même pas les traumas, mais ne serait-ce que des blocages ou quelqu'un qui va nous énerver, tu vois, alors que c'est juste quelque chose que je refoule en moi. Toi, c'est quoi pour toi la puissance d'un coach dans le développement personnel, justement pour travailler sur soi ? Si je comprends bien ta question c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne va être impactante en tant que coach ? Ouais, C'est ça ? ouais, Ok. ouais. Bah, pour moi, c'est plusieurs choses. C'est la théorie, c'est top, c'est génial. Faire une très bonne école, c'est top, mais c'est clairement pas ce qui va faire de toi un bon coach. Parce que tu peux être un très bon théoricien ou avoir suivi l'école en mode touriste et être un moyen coach. Enfin, c'est difficile pour moi de donner un terme sans qu'il y ait de notion. Il n'y a pas de notion de jugement dans ce que j'aimais. Hein. C'est pas mon point, mais la clé, c'est se faire coacher régulièrement. D'ailleurs, j'ai parfois difficile à croire qu'un coach se dise j'ai pas de sujet de coaching. À titre personnel, par exemple, pour te donner un titre indicatif, je me fais coacher 1 à 2 fois par mois depuis 4-5 ans. Donc ça, c'est la première chose, se faire coacher. Parce que tout ce que tu n'as pas appris à aimer te décentre, fait du bruit conscient ou inconscient. Et donc, quand tu es avec la personne, quand tu es avec ton coaché, si elle t'amène une problématique que tu n'as pas résolue, il y a une partie de toi qui n'est pas totalement, potentiellement en tout cas, qui n'est pas totalement centrée et qui est centrée sur toi. Quand la personne te parle de sa problématique, tu es sur toi et tu n'es pas sur ton client. Et donc forcément, ça se ressent en fait. Et du coup, donc ça c'est la première chose, se faire coacher. Deuxième chose, c'est régulièrement recevoir du feedback. Qu'est-ce qui était top dans ce que tu as fait ? Qu'est-ce qui serait amélioré ? Et ça c'est une deuxième clé. Mais le faire de manière immédiate. Parce que si tu le fais, maximum 1 semaine après, ça va. Minimum, mais pas plus loin, parce que sinon tu vas oublier des choses. Regarder des coachings, ça c'est aussi important, parce que tu vas avoir des raccourcis, ce qu'on appelle les schémas neuronaux. Là, il y a quelque chose qui m'intéresse. Tu me dis que ça fait quelques années que tu te fais coacher 2 fois par mois. Quelle est la différence que tu fais entre une thérapie de psychanalyse, avec, comme on pourrait dire aujourd'hui, j'ai mon psy, et toi, du coaching ? Pourquoi du coaching plus qu'un psy ? Alors, j'ai fait 5 ans de thérapie avant d'arriver au coaching. Et j'ai bien aimé la thérapie, mais à un moment donné, moi j'adore comprendre. J'ai besoin de comprendre, mais la thérapie, ça me permettait de rester dans ma zone de confort finalement. Parce que j'alimentais cette partie de moi qui avait envie de comprendre. Mais c'est pas parce que tu comprends quelque chose que tu passes à l'action. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ok, je fais une thérapie, mais il me manque quelque chose, j'ai besoin de passer à autre chose. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser au coaching. Parce que le coaching, t'as pas forcément besoin de comprendre quelque chose pour libérer ce qui te pèse, en fait. Merci beaucoup, Émilie, pour ces informations. En tout cas, c'est hyper intéressant. On peut te retrouver sur Instagram ? Oui, bien sûr. C'est quoi ton compte Instagram ? Émilie Derhet, D-E-R-H-E-T. Je mettrai le lien dans la description. Merci. Merci beaucoup, Nico. Alors voilà, ce séminaire, ce n'est pas juste 3 jours de développement personnel. Quelque part, c'est une claque, un miroir, c'est la vie, une boussole, des rencontres, un entraînement et surtout une permission. Une permission d'être soi, sans filtre, d'oser plus, de se rencontrer en profondeur. J'ai compris que le changement, même si je crois que je commence à le comprendre depuis quelques mois, ne vient pas d'un déclic magique, mais d'un entraînement de micro-décisions. Celles qu'on prend quand personne ne regarde, celles qu'on assume même quand on a peur, et surtout celles qu'on honore. Celles qu'on honore parce qu'elles sont alignées avec nos vraies valeurs. Pas celles qu'on affiche, mais celles qu'on vit. Tu l'as vu, c'est hyper important de retrouver ces véritables valeurs pour ne pas se tromper de destination. Et oui, j'ai encore peur, oui, j'ai encore des doutes, mais je repars de ce séminaire avec une carte plus claire de qui je suis, de ce qui m'anime et de ce que je veux vraiment incarner. Et surtout, avec une phrase en tête, ce n'est pas ce que tu vis qui te transforme, c'est ce que tu décides d'en faire. Ce n'est pas ce que tu vis qui te transforme, c'est ce que tu décides d'en faire. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui et que quelque chose en toi a vibré, je t'invite à te poser
une seule question. Quel est le micro-pas que tu peux faire cette semaine pour t'aligner un peu plus avec qui tu es vraiment? Je te laisse y répondre. Et bien sûr, pas demain, pas quand tu auras le temps, maintenant. Même si c'est inconfortable, quel est ce pas que tu peux faire? Et si tu veux me partager ce pas par écrit, tu n'hésites pas, mon Instagram Osez by Nico, je lis tous vos messages et j'adore vous lire, c'est toujours un plaisir. Et si cet épisode t'a inspiré, partage-le à quelqu'un qui en aurait besoin. Et par la même occasion, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Merci en tout cas à David Laroche et à toute son équipe, l'équipe Paradoxe, pour cette expérience forte. J'ai sincèrement adoré, tellement de rencontres, tellement d'émotions, de larmes aussi, grâce aux expérimentations que l'on a pu faire. Et bien sûr que je ne t'ai pas dévoilé dans l'épisode, puisque le but par contre c'est que si tu y vas, si tu vas à Paradoxe, et à ce moment-là, enfin au séminaire EPR, c'est que tu puisses quelque part prendre ce recul et ne pas que je te spoile pas les expérimentations émotionnelles plutôt fortes. Et donc merci à eux et merci à toi pour ton écoute, merci pour ta présence, pour oser être qui tu es et écouter ce podcast. Et je suis sûr que tu avances petit à petit vers ton chemin, le tien, le seul, l'unique. Et je te dis à très bientôt en tout cas pour un nouvel épisode. Salut!